Vous connaissez le marché pétrolier, le marché des fruits et légumes, le marché du sucre. Leur point commun, partout des vendeurs et des acheteurs y accordent leurs besoins. La loi de l'offre et de la demande gouverne ces échanges. Le monde du crime n'échappe pas à la règle. Tous les trafics ont leur raison d'être économique. Une mafia, une entreprise criminelle, c'est d'abord une activité commerciale, avec des produits à livrer et des prestations à exécuter. Le marché du crime organisé génère environ 870 milliards de dollars par an. L'origine de ces revenus, le trafic sous toutes ses formes. Plus c'est illégal et plus c'est rentable. Alors qui sont les principaux acteurs de ces marchés de l'ombre? Comment sont-ils organisés? À qui profite l'argent du crime? C'est ce que nous révèle Dollar Noir, une plongée dans les coulisses de l'économie criminelle. Bienvenue dans le très dynamique marché de la cocaïne, le produit le plus luxueux de l'univers des stupéfiants. C'est un commerce très rentable, très compétitif. Il y a une dynamique différente parce que c'est illégal, mais les fondamentaux économiques sont les mêmes. La demande mondiale de cocaïne représente 900 tonnes par an. L'offre répond à la demande. Et c'est pourquoi il est impossible de détruire ces marchés. Parce que s'il y a une demande, il y a une offre. S'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. C'est ça la réalité économique de ce marché. Et c'est un marché très juteux, mais pour le crime. La cocaïne rapporterait chaque année environ 90 milliards de dollars à l'industrie du crime organisé. En réalité, personne ne connaît précisément l'ampleur de ce trafic. Le business de la cocaïne, c'est une des branches les plus secrètes de l'économie criminelle. Un constat que partage le professeur John Collins de la prestigieuse London School of Economics. Il dirige un groupe de chercheurs qui tentent de décrypter le fonctionnement du trafic international de cocaïne. C'est du marché noir. Personne n'enregistre des données financières comme pour une entreprise légale. On peut essayer de deviner, mais globalement, tout ce qu'on sait est surtout fondé sur de larges suppositions. Le meilleur moyen de lever le voile sur ce marché aussi discret que dynamique, c'est de l'envisager comme n'importe quel business de l'économie légale. La cocaïne, c'est un marché. Pour la commercialiser à l'échelle de la planète, il faut des sites de fabrication qui vont gérer la production, des exportateurs et des transporteurs qui vont s'occuper de la logistique jusqu'au marché de consommation, et une force de vente qui va développer le réseau de distribution. Tout au long de la chaîne, des équipes de financiers sont chargées d'optimiser les profits. C'est ça le commerce. Et celui de la cocaïne fonctionne exactement sur ce principe. Pour le démontrer, commençons par le commencement, en Amérique latine, dans les zones de production. La cocaïne, c'est un alcaloïde, une substance psychoactive qu'il faut extraire des feuilles de l'Erythrocxylum coca. On ne trouve cet arbuste que dans 3 pays, la Bolivie, la Colombie et le Pérou. La cocaïne, c'est donc un produit qu'il faut fabriquer, transformer à partir de ces feuilles pour obtenir la poudre blanche si chère aux narines des consommateurs. C'est sous cette forme qu'elle sera exportée vers les marchés de consommation, sauf, bien sûr, si elle tombe entre les mains de la police. C'est ce qui est arrivé à ce lot de 300 kg de cocaïne pratiquement pure. Une cargaison interceptée à Lima, dans un vulgaire camion à bestiaux. La drogue saisie est analysée et répertoriée par la commandante Chilette et son équipe de la police scientifique. Des images exclusives d'une des plus belles prises de l'année 2017 et une opportunité d'en savoir un peu plus sur la cocaïne. Tout ce que vous voyez ici, on le pèse. On pèse les blocs un par un pour être sûr du poids indiqué sur le rapport. Une fois la pesée effectuée, on apporte les blocs aux experts. Ils vont prélever des échantillons et les analyser. Comment passe-t-on de la feuille à la poudre? Eh bien, c'est tout un art, un processus chimique qui commence dans la jungle avec la récolte. D'abord, il faut extraire l'alcaloïde,
On laisse les feuilles macérer pendant quelques jours dans du kérosène. Le mélange est filtré. On obtient ce qu'on appelle de la pâte base de coca. Cette pâte base de coca doit être transformée en pâte de coca. On appelle cette étape l'oxydation. Et là, c'est de la chimie pure. Après quelques manipulations, on obtient de la cocaïne base. Séché, cela ressemble à de vulgaires cailloux. Ce produit brut, grossier, va s'envoler vers des laboratoires plus spécialisés, loin de la zone de production. C'est dans ces labos clandestins que des chimistes vont réaliser la dernière opération appelée cristallisation. C'est une étape cruciale qui va déterminer la qualité du produit. On obtient enfin du chlorhydrate de cocaïne. C'est le nom scientifique de la C, de la fameuse cocaïne. Elle est alors presque pure. Pour résumer, 1 tonne de feuilles de coca est nécessaire pour produire 4 kg de pâte base. Après la cristallisation, il ne restera que 2 kg de cocaïne pure. Le produit est terminé, enfin presque. Il reste une étape indispensable à tout produit de luxe qui se respecte, la signature du fabricant. Vous voyez ce qu'il y a ici? C'est une croix, comme celle des croisades. Ces logos sont faits à la presse. C'est pour identifier de quelle organisation, de quel endroit sort la drogue, pour renseigner le destinataire. C'est pour dire, ça, c'est ma drogue. Elle est pure, elle n'est pas mélangée avec autre chose. En fait, c'est pour l'identifier, pour dire, c'est moi qui l'ai faite. Depuis la fin des grands cartels, c'est une étape indispensable. Les producteurs doivent se démarquer, être reconnus par les acteurs de la filière. Dans l'esprit du public, la poudre blanche est associée au cartel de Cali ou de Medellín, et bien sûr, au narcotrafiquant le plus célèbre de l'histoire, Pablo Escobar. Mais ça, c'était avant. Fini le temps des grands cartels colombiens. Aujourd'hui, les mafias sont organisées en une multitude d'entreprises hyper spécialisées. Elles collaborent dans un seul et même objectif, développer leur business et engranger un maximum de profit. C'est ce que confirme le ministre de l'Intérieur de la République péruvienne. Le commerce de la cocaïne, c'est aujourd'hui le paradis de la libre entreprise. Ce genre de commerce n'est pas organisé comme une entreprise qui aurait le contrôle de la production, du transport et de la revente jusqu'au consommateur final. Nous sommes plutôt face à une organisation composée de différents acteurs économiques à chaque étape de la commercialisation, que ce soit pour la production, pour le transport ou pour la revente sur le marché. Ce sont des organisations qui collaborent plutôt de manière opportuniste. On estime la production mondiale de cocaïne à 1350 tonnes par an, réparties entre 3 pays. La Colombie, la Bolivie et le Pérou. La Colombie reste le plus gros producteur mondial, mais la situation a évolué ces 30 dernières années. Jaime García Diaz est un expert international, spécialiste du trafic de cocaïne dans la zone andine. Dans les années 90, les gros trafiquants étaient colombiens. Dans la répartition du travail, le Pérou n'était qu'un producteur de feuilles de coca. Globalement, c'est comme ça que ça a fonctionné depuis les années 65 jusqu'au milieu des années 90, vers 1995. Aujourd'hui, toute la production de drogue, depuis la fabrication des produits chimiques qui servent à fabriquer la cocaïne jusqu'au financement du marché, tout est national, entre les mains de clans familiaux, des petits cartels péruviens. Les 300 kilos de cocaïne saisis par la police à Lima en sont la parfaite illustration. Une 100% péruvienne. La drogue partira en fumée devant les journalistes et les autorités du pays. Ce lot valait environ 300 000 € à la sortie du laboratoire clandestin. En Europe, il aurait pu rapporter jusqu'à 18 millions d'euros, soit une augmentation de 3900%. Pour comprendre cette incroyable différence de prix, il faut se rendre jusqu'aux sources de la production. C'est donc au Pérou, dans la forêt amazonienne, que nous allons chercher des explications. En route pour la vallée de l'Alto Guayabamba. 2 hommes ont accepté de raconter ce que fut leur quotidien de cocaleros. C'est le nom des cultivateurs de coca. Au début des années 90, Hilmer et Osvaldo étaient de simples agriculteurs.
Mais il y a 30 ans, des narcos colombiens ont débarqué dans la région. Ici, l'État avait littéralement abandonné les agriculteurs. On devait survivre par nos propres moyens. Il n'y avait pas d'aide pour le développement. C'est pour ça que beaucoup sont passés dans l'illégalité. On savait que c'était illégal, mais on n'avait pas d'autre alternative. Le maïs, les bananes, tout ça n'est pas rentable, pas suffisant pour assurer notre subsistance. On n'avait pas le choix. Il nous a semblé que, pour survivre, la coca, c'était la seule solution. Pour comprendre, il faut aller sur le terrain et voir à quoi cela ressemble. Pourquoi ne se contentent-ils pas de faire du café, du chocolat, enfin du cacao? C'est en y allant qu'on comprend pourquoi. C'est à 2 heures de route, 2 heures de pirogue. Le fleuve est la seule route. Ils ne seront jamais compétitifs par rapport à des fermiers qui travaillent dans des zones plus développées. Ils sont défavorisés. Ce sont des acteurs économiques rationnels. Ces gens ne sont pas des financiers ou des criminels. Ils cherchent juste à cultiver ce qui va nourrir leur famille. Moi, au début, j'avais des réserves, mais j'ai été obligé. Si tu avais vécu ici, toi aussi tu aurais été obligé. Dès la première récolte, les revenus des agriculteurs sont multipliés par 100. Les narcos paient cash. Dans ces zones reculées, personne ne pouvait se permettre de laisser passer une telle opportunité. Dans toute cette zone de l'Alto Guayabamba, on a tous eu la même trajectoire. On a tous fait la même chose. Généralement, les narcotrafiquants incitent les agriculteurs à produire de la pâte base de coca. C'est beaucoup plus facile à transporter que des tonnes de feuilles. Il faut donc la fabriquer sur place. Les agriculteurs qui tentent l'aventure voient leurs profits se démultiplier. On a voulu apprendre. On a voulu savoir comment se fabriquait la coca. Et pour nous, c'est devenu rentable. On maîtrisait la transformation de la récolte de nos propres champs. On produisait la pâte base et comme ça, on trouvait de meilleurs acheteurs. Les agriculteurs qui transforment la coca en pâte base sont appelés des cocineros, des cuisiniers. Car pour fabriquer une bonne pâte base, il faut la bonne recette, la bonne pratique, mais surtout les bons ingrédients. On les appelle les précurseurs. Il faut une quarantaine de produits chimiques, en grande quantité, pour fabriquer la coca. Le problème, c'est que ce sont des produits utilisés dans l'industrie traditionnelle. Un trafic dans le trafic et un véritable casse-tête pour les autorités. Le général Héctor Arrieta dirige la Dirandro, la police antidrogue péruvienne. L'enjeu du contrôle des précurseurs est fondamental, parce que c'est la matière première pour élaborer la drogue. Seuls 2 ou 3% viennent de l'étranger. Bon, pour être clair, les précurseurs sortent de Lima par l'intermédiaire d'entreprises légales. Ce sont des commerçants qui ont des papiers bien en règle. C'est quand ils arrivent vers les zones de production, seulement à ce moment-là, qu'ils passent dans l'illégalité. Des marchandises légales deviennent illégales. La production de coca demande une chaîne de fournisseurs très spécialisée, capable de livrer des tonnes de produits toxiques jusqu'au cœur de la jungle. Les cocaleros achètent ces produits un peu plus cher que sur le marché traditionnel. C'est du marché noir. C'est un coût indispensable, 4 fois par an, à chaque récolte, lors de la fabrication de la pâte base de coca. La récolte terminée, il fallait entre 5 et 6 jours, plus ou moins, pour avoir la drogue entre les mains. Aujourd'hui, c'est plus rapide. Le progrès technologique a considérablement réduit les temps de fabrication. Et les cocineros, les cuisiniers, portent définitivement bien leur nom.
Les micro-ondes sont là pour accélérer le séchage de la pâte base de cocaïne. Le processus normal dure 3 à 4 jours. Avec les micro-ondes, on peut faire ça dans la journée. Une fois bien séchée, la pâte base est vendue au plus offrant. Les acheteurs se rendent directement chez les producteurs. La règle d'or, c'est une fois encore celle de l'offre et de la demande. Et quand passait un acheteur, il faisait comme ça. Tu comprenais ce qu'il voulait. Tu en as combien de kilos? Tant. Ok, négocions. La pâte base de cocaïne est prête. Il faut transporter cette marchandise loin des lieux de récolte, vers des laboratoires clandestins qui la transformeront en cocaïne. Le moyen le plus simple, c'est par la voie des airs. En 2015, dans la seule région du Vraem, à l'est du Pérou, les forces de police antidrogue ont dynamité 275 aérodromes. Cela donne une petite idée de l'organisation logistique des narcos. Le trafic aérien est intense quand vient le temps d'exporter la marchandise. Si la police arrive à ce moment-là, c'est tout le travail de transformation qui risque d'être perdu. Le chargement doit donc se faire en un minimum de temps. On apportait la drogue et ils apportaient l'argent. Ça se faisait très rapidement. Très rapidement. Un document exceptionnel de la police péruvienne témoigne de la rapidité de ces échanges. On voit d'abord que l'avion repère la zone. Puis il se pose. C'est le signal qu'attend un petit groupe de coursiers pour transporter la drogue jusqu'à l'avion. Le pilote paie la marchandise. La drogue s'entasse dans l'avion. Jusqu'à 300 kilos par voyage. Personne ne vérifie l'argent ou la marchandise. Chez les narcos, la confiance est indispensable au bon déroulement du business. Les forces de police interviendront pour arrêter les cocaleros. Bilan de l'opération, la drogue et l'argent seront confisqués. L'avion abattu. Des centaines de milliers de dollars de pertes pour les narcos. La répression policière, c'est donc un coût supplémentaire, un risque financier qui va peser sur les coûts de fabrication. C'est dans cet esprit que les autorités des pays producteurs organisent des campagnes d'éradication directement dans les champs. L'objectif, frapper l'économie du trafic à la source. C'est ce qui s'est produit il y a 20 ans dans l'Alto Yabamba. Ça a été un coup terrible. Ça a failli être fatal. Et c'est grâce à ça qu'on a commencé l'histoire du cacao. Mais il s'est passé du temps, 5 ans, peut-être plus, avant qu'on puisse vivre du cacao. En réalité, certains chercheurs mettent en doute l'efficacité des campagnes d'éradication. Si jamais le prix double à la sortie du champ au Pérou ou en Colombie, il faut savoir que ça n'aura aucun impact sur le prix à New York ou Sydney. Le prix est déterminé lorsque le produit passe les frontières. Ça ne vient pas du prix que demandent les agriculteurs. Le prix du marché est totalement déconnecté du prix du producteur. Si vous avez une énorme campagne d'éradication au Pérou ou en Colombie et que les producteurs doublent leur prix, ça n'aura aucun impact. Remplacer la coca par une autre culture, aussi rentable, demande des politiques coûteuses. Et cela ne concerne qu'une petite partie de la population. Les narcotrafiquants le savent bien, et ils en profitent. En Bolivie, au Pérou et en Colombie, une main-d'œuvre nombreuse, corvéable à merci, n'attend que l'opportunité de produire de la coca pour échapper à la misère. L'Amérique du Nord consomme 41% de la cocaïne disponible sur le marché. L'Europe, 29%. La cocaïne, c'est un marché de niche, comme celui du luxe. C'est un produit attractif destiné à une clientèle relativement aisée. C'est du moins ce que démontrent les études de l'UNODC, l'agence des Nations Unies chargée de collecter les données mondiales qui concernent le crime organisé. Nous avons environ 17 millions de personnes qui ont pris de la cocaïne au moins une fois lors de l'année écoulée. La majorité ne l'ont prise que de manière récréative, dans une fête, de manière tout à fait occasionnelle. Mais ça ne compte que pour une petite partie de la consommation totale. On a ce qu'on appelle une répartition de Pareto. En gros, cela signifie que 20% des cocaïnomanes consomment à eux seuls 80% de ce qu'on trouve sur le marché. Quoi qu'il en soit, sur les 17 millions de consommateurs dans le monde,
12 millions vivent en Europe et en Amérique du Nord. C'est cette clientèle qui est recherchée par les trafiquants, pour leur pouvoir d'achat. Comment s'organise le trafic pour parvenir à toucher des consommateurs qu'on trouve bien loin des zones de production? C'est le travail de groupes criminels chargés du transport de la cocaïne, les exportateurs. L'organisation logistique des trafiquants de cocaïne s'adapte en permanence pour échapper aux services de lutte contre le narcotrafic. Mais géographie oblige, les routes sont toujours plus ou moins les mêmes. Pour parvenir jusqu'aux différents marchés de consommation, la cocaïne va d'abord passer par des pays de transit. L'Équateur, le Venezuela, le Brésil ou le Mexique pour arriver jusqu'au marché américain. Le Brésil, les Caraïbes, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest pour parvenir au marché européen. Des organisations criminelles se chargent d'esquiver les radars des différents services de lutte contre le trafic de drogue. Le plus simple, c'est de profiter de la croissance et du volume de marchandises qui transitent chaque jour à travers le monde. Sylvain Raymond est en charge du programme de lutte contre le trafic de drogue à l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes. Aujourd'hui, vous voyez l'explosion qu'il y a eu sur les 30 ou 40 dernières années de la mondialisation en termes ne serait-ce que de containerisation des marchandises et cet échange fabuleux qu'il y a eu, l'explosion des échanges. Vous imaginez que la proportion qui est liée à la criminalité organisée a explosé de la même façon. C'est très compliqué pour nous, particulièrement dans les zones portuaires. Surtout depuis quelques années, avec l'augmentation du volume de notre commerce extérieur. Bon, généralement, ils font affaire avec des entreprises de transport. Ils vont transférer la substance illégale dans un centre de collecte ou un entrepôt. De là, ils vont simuler l'exportation d'une marchandise, ou simplement ils vont en placer dans quelques containers. C'est-à-dire qu'ils vont dissimuler une certaine quantité de drogue dans un container chargé de marchandises légales. Au Pérou, c'est plus de 43 millions de tonnes de marchandises qui transitent chaque année par le port de Lima. La police péruvienne ne dispose que d'un seul scanner pour vérifier les camions suspects. Une aubaine pour les exportateurs de cocaïne, et les conséquences sont sans appel. 50% de la drogue qui sort du Pérou sort par les voies maritimes. La voyage donc principalement au milieu des marchandises légales. Environ 500 millions de conteneurs sont manutentionnés chaque année dans les différents ports de la planète, soit 16 conteneurs chaque seconde. Pour les agents d'Interpol, il devient très compliqué de surveiller les activités des exportateurs. La grande tendance du moment, c'est ce qu'on appelle le rip-off. Avant, les trafiquants dissimulaient la cocaïne dans des marchandises spécifiques, dans des bananes, des ananas, du café, etc. Mais aujourd'hui, plus besoin de faire ça. Plus la peine de dissimuler la cocaïne dans des grosses cargaisons. Maintenant, les trafiquants utilisent des sacs de toile. Ils mettent la dedans, le conteneur est ouvert pendant une escale, ils placent les sacs à l'intérieur, ils ferment la porte, remettent les scellés. C'est ça le rip-off. La plupart du temps, les entreprises qui sont responsables de la cargaison ne sont pas impliquées dans le trafic. Quand on fait la saisie, on ne sait jamais exactement qui est derrière tout ça. Il n'y a aucune trace et c'est plus difficile d'enquêter. Cette méthode permet de limiter les charges contre vous si on vous attrape. Vous ne serez pas lié à cette affaire et vous pourrez tranquillement recommencer la semaine suivante. Au lieu de faire une cargaison d'une tonne, vous en faites plusieurs de 200 ou 300 kilos. C'est plus sûr, plus facile, et vous risquez moins de vous faire attraper. C'est un jeu de domino, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le trafiquant est créatif, on est toujours un petit peu derrière. Hein, et dès qu'on a découvert un mode opératoire, il a déjà commencé à étudier un deuxième. Donc c'est une course à l'échalote permanente. Le transport de cocaïne, c'est le cœur du trafic. Les exportateurs font preuve d'ingéniosité pour amener la drogue jusqu'au marché de consommation. Par exemple, depuis la Colombie, des entreprises de transport mafieuses proposent un moyen quasiment indétectable et très efficace pour acheminer la drogue aux USA. Le sous-marin de poche. Les submersibles peuvent transporter jusqu'à 8 tonnes de cocaïne par voyage jusqu'en Floride. Les derniers chiffres officiels estiment que 30% de la cocaïne consommée aux USA arriverait en sous-marin. Transporter de la cocaïne,
c'est aussi l'affaire de petites entreprises individuelles. Une quantité non négligeable de cocaïne passe les frontières dans les poches ou les bagages de simples individus. On les appelle des mules. Les narcos les paient 2 à 3 000 $ pour ce service. Un salaire attractif, à condition que ça passe. Tu libertad vale más. Plus opportunistes, les cartels mexicains utilisent parfois des migrants pour passer la drogue aux États-Unis. Traverser illégalement la frontière avec l'aide d'un passeur coûte environ 2 000 $. Une somme importante pour les candidats à l'exil. Mais avec la mafia, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est ce que nous explique John Doe, un ancien du cartel de Tijuana. Il existe une autre façon de passer. Si les gens n'ont pas la somme demandée et veulent traverser quand même, ils peuvent le faire. Nous leur offrons, je veux dire, ils leur offrent la possibilité de passer, mais seulement s'ils transportent de la drogue, de la cocaïne, de l'héroïne. Et ça suffit. Un seul chargement suffit à payer leur passage. Tous les moyens sont bons pour alimenter le marché, coûte que coûte. Les services en charge de la lutte contre le trafic. On s'agite, on essaie d'anticiper les coûts, on essaie d'anticiper les logiques, et la conséquence de ça, c'est que voilà, on va avoir un impact sur le prix final, parce que la saisie douanière qui est évaluée par les trafiquants à un certain pourcentage va être intégrée dans le prix final. On est un paramètre du trafic et de cette logique économique. Plus il y a de kilomètres à parcourir jusqu'au consommateur final, plus il y a de risques de tomber dans les mains des forces de l'ordre. C'est ce facteur qui va justifier une énorme augmentation du prix de la cocaïne. Alors que le kilo de cocaïne vaut 2 500 € environ dans les pays producteurs, il se négocie de 35 à 40 000 € en Amérique du Nord et jusqu'à 60 000 € en Europe. On l'aura compris, c'est le risque qui influence le prix. Dans ce genre de business, il n'y a que 2 options possibles. Soit ça passe, soit ça casse. Pour échapper au contrôle, les trafiquants ne misent pas seulement sur les techniques de dissimulation. Ils ont également transformé la structure même du trafic traditionnel. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, on s'associe et on coopère au-delà des frontières. C'est plus difficile d'enquêter si on n'a pas affaire à une seule grosse structure. Si on enquête sur une grosse organisation, on peut remonter toutes ses ramifications. Mais si on s'attaque à une seule de ces ramifications, elle sera isolée, on ne pourra pas faire le lien entre elles, et pendant ce temps, ils trouveront quelqu'un d'autre pour continuer à faire le même business. Avec le nombre de criminels qui gravitent autour, cette activité est assurée de pouvoir continuer en toute tranquillité. Avant, un seul groupe national gérait le business. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des groupes d'origines différentes qui coopèrent. Cela démontre le renforcement de la coopération internationale des criminels, au-delà de leurs origines ethniques. Le marché de la cocaïne s'est donc ouvert à toutes les mafias. Il y a 20 ans, la cocaïne, c'était les Colombiens. Ils achetaient des terres, des entreprises en Afrique de l'Ouest pour y stocker la cocaïne et mettre en place des réseaux pour l'acheminer vers l'Europe. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en l'espace de 10-15 ans, on a de la criminalité organisée 100% africaine qui aujourd'hui va en Amérique latine, achète directement, donc se charge de tout l'aspect logistique pour organiser ce transit, ce stockage et cette revente sur le marché européen. Donc on se rend bien compte que rien n'est figé. L'Afrique offre de nombreux avantages aux trafiquants de cocaïne. Les mafias savent parfaitement profiter du manque de moyens des autorités et de l'instabilité politique. Je pense que les narcotrafiquants ont besoin de zones grises, là où il y a de l'insécurité, pour pouvoir justement faire disparaître leurs traces. Ces zones grises d'insécurité favorisent ou intéressent les trafiquants. On le voit très bien sur des zones comme le Sahel où on a une formidable nébuleuse et où tout s'enchevêtre. Qu'il y ait une croisée des chemins et un intérêt commun entre la criminalité organisée et la menace terroriste, c'est de plus en plus évident.
On y est. La cocaïne va pouvoir s'écouler sur les marchés de consommation. En Europe, les voies d'entrée sont multiples, mais le risque est élevé pour les exportateurs. Les moyens de la police, des douanes ou de l'armée sont bien supérieurs à ceux de leurs collègues sud-américains ou africains. Les propriétaires de ce chalutier en ont fait l'expérience. Au large de la Grande-Bretagne, ils ont été pris en chasse par un navire de guerre. Hélicoptères, hors-bord, drones, caméras infrarouges, les trafiquants n'avaient aucune chance de s'échapper. L'armée, appuyée par les experts de la National Crime Agency, a intercepté et abordé le chalutier en pleine mer. 3,2 tonnes de cocaïne ont été saisies. La saisie, c'est une sorte de taxe douanière pour les trafiquants, sauf qu'elle représente 100% de la valeur du produit. Qu'importe, un autre bateau un peu plus loin a pu passer entre les mailles du filet. En Espagne, en Hollande, en France ou en Italie, quelques tonnes de parviennent à bon port. Le marché s'articule comme dans le commerce légal. Les grossistes vendent la aux semi-grossistes, qui vendent à des détaillants, qui la revendent enfin aux consommateurs. Vladimir est un dealer. Il écoule environ 1 kg par an, en grande partie pour financer sa consommation personnelle. Il nous explique sa méthode pour récupérer la Tu montes une première fois à Rotterdam, tu vas voir le produit, il te prépare le produit que tu veux. Tes 500 grammes, tu les payes 13 000 €. Tu as 2 000 € de frais, ça te fait 15 000. 500 grammes, ça te coûte 2 100 € de transport. C'est un camion qui planque, qui part de Hollande, mais il est chargé à bloc, il ne fait pas qu'un client. Quand tu es en Hollande, il te donne l'endroit du parking. Tu payes la moitié, puis au bout de 15 jours, tu renvoies l'autre moitié. Par un mec qui remonte, qui vient chercher l'argent. Ce transport et ces échanges sont une fois encore à haut risque. Les douanes et la police sont mobilisés sur le territoire européen. Depuis quelques années, les saisies de cocaïne sont de plus en plus nombreuses. Près de 50% de la production mondiale aurait même été saisie en 2017. Pourtant, les prix au détail, au gramme, n'augmentent pas. L'offre continue de satisfaire la demande. Comment? Là encore, c'est comme dans le commerce traditionnel. Il suffit de vendre un produit de plus mauvaise qualité. Dans le narcotrafic, on appelle ça l'adultération. Pour comprendre, analysons un gramme de cocaïne vendu dans la rue. Plus de 50% de la poudre est composée de lévamisole, un vermifuge utilisé par les vétérinaires. Un peu de paracétamol, du sucre, du talc. Il ne reste que 25% de cocaïne pure, dans le meilleur des cas. L'adultération, c'est une sorte de taxe. Il n'y a pas une personne en particulier dans la chaîne du trafic qui va couper le produit. Le produit est coupé encore et encore, jusque dans la rue, où sa qualité est donc considérablement dégradée. Un phénomène bien connu des consommateurs. Karl a longtemps été accro à la cocaïne. Pendant près de 10 ans, il en consommait jusqu'à 10 grammes par semaine. En ayant connu des gens qui brassaient en grosse quantité, en étant devenu un peu pote avec eux, il arrivait qu'ils me montrent comment ils coupaient et le produit qu'ils avaient à la base. Et j'ai découvert qu'effectivement, ce que eux recevaient, qui devait déjà pas être complètement pur, ils le coupaient en laissant quasiment moins de 30% de coke dans ce qui restait au final, et donc ils se faisaient un bénéfice de fou. Là-dessus, je comprenais tout à fait le principe. Couper la substance, c'est s'assurer une marge de profit raisonnable face à des consommateurs captifs. Si on veut du bon produit, il faut connaître le bon réseau et être prêt à y mettre le prix. En Europe, le gramme se négocie entre 30 et 100 €. Tout dépend du circuit de distribution, exactement comme dans le commerce traditionnel. On trouve le produit moins cher en grande surface que dans les épiceries de luxe. Contrairement à ce qu'on peut penser, si vous êtes petit entrepreneur dans le trafic de stupéfiants, vous avez tout un tas de contraintes. Vous devez avoir des coupeurs, vous devez avoir des distributeurs, vous devez avoir des guetteurs. Il y a du management dans le trafic de stupéfiants avec un coût important. Et bien souvent, plus vous allez dégrader votre produit, plus vous allez couper, plus vous allez vous faire une marge et plus vous allez amortir. Il y a une logique, encore une fois, une logique de petits détaillants qui impacte sur la qualité du produit de manière évidente. Et c'est vrai que peut-être si vous avez une clientèle un peu sophistiquée, elle demandera un produit plus pur, qu'elle achètera beaucoup plus cher. Voilà.
Tu vois, moi, je coupe pas, je la vends plus cher. Moi, je suis plus cher que les autres, mais je représente une qualité, comme une épicerie fine. Je fais 1 gramme, je coupe pas, mais tous les gens reviennent chez moi. Tu vois, j'ai les mêmes clients depuis presque 15 ans. J'ai côtoyé vraiment tout le monde. J'ai vendu à des juges, à des médecins dans ma vie. Voilà, c'est vraiment la qui touche vraiment tout le monde. C'est mieux, c'est très caché. C'est très caché, c'est très discret. Et c'est ce qu'ils aiment dans moi, dans mon épicerie fine. C'est la discrétion, en vérité. Pour écouler la marchandise, il faut pouvoir toucher une clientèle qui n'apprécie pas forcément d'avoir à traiter directement avec des criminels. Les revendeurs ont donc trouvé une parade. Ils utilisent une force de vente capable d'aller chercher le client là où il se trouve. La coke se vend pas forcément énormément dans les quartiers, elle se vend plutôt dans les milieux bourgeois, dans les milieux bobos, dans les musiciens, les médias, les gens qui ont les moyens et que ça amuse de prendre ça. Et du coup, ces trafiquants-là ont généralement des représentants. C'est une espèce de VRP qui a un pied dans chaque milieu. Il a le pied dans les cités pour trouver le produit en grosse quantité et un produit qui est en tout cas le moins coupé qu'on puisse trouver. Il a tout pouvoir du coup pour couper à sa guise le produit et aller le proposer. Et il a cette interaction sociale que n'aura pas un mec qui ira de base du bas des escaliers du HLMC, qui va en gros permettre d'aller, sans leur faire peur, approcher cette clientèle-là, qui généralement va être une clientèle, oui, qui a les moyens. Il existe un autre moyen d'approcher cette clientèle craintive. Et il aurait été étonnant que les trafiquants ne s'engouffrent pas dans la brèche. Le e-commerce. Neil Walsh est le chef du service de lutte contre le cybercrime à l'UNODC. C'est de la super quality premium, non coupée, la meilleure du dark web. Pourquoi des utilisateurs achètent-ils par Internet, par le darknet? Parce qu'ils pensent que c'est plus sûr? Ils minimisent le risque? Plutôt que de se déplacer dans des rues sombres où ils auraient le risque de se faire arrêter? Donc ils vont en ligne. Qu'est-ce qu'on a? Une photo? C'est rien d'autre qu'une photo. Donc, vous allez prendre le risque d'envoyer 18 000 $ à quelqu'un que vous ne connaissez pas vers un lieu que vous ne connaissez pas. Et vous allez espérer que ce que vous avez commandé vous soit bien envoyé. Autour de moi, j'ai quelques personnes qui ont essayé ça et ça s'est rarement révélé payant, entre guillemets, niveau qualité. C'est certainement ce qui explique qu'aujourd'hui, le web, c'est moins de 1% du marché de la revente de cocaïne. Depuis les champs de coca jusqu'aux consommateurs, la filière de la cocaïne se caractérise par une multitude d'intermédiaires, une armée de vendeurs et de revendeurs à des échelles très variées. Mais que devient l'argent de toutes leurs transactions? À qui profite l'argent du crime? L'économie du narcotrafic, c'est des profits faramineux, mais cela demande aussi de gros investissements. En d'autres termes, trafiquer de la cocaïne, ça rapporte, mais il y a des frais conséquents, inévitables, que les mafias se doivent d'engager. Ce qui est vrai pour l'économie légale, l'est une fois encore pour l'économie criminelle. C'est en tout cas le point de vue de Manuel Benavides, chef de projet au Fonds monétaire international. Pour moi, le narcotrafic est une activité économique. Illégale, mais une activité économique quand même. Le narcotrafic aurait une sorte de société mère avec des succursales. Mais comme c'est clandestin, on ne sait pas où se réunit le conseil d'administration. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des techniciens, un staff qui analyse et qui gère les problèmes qu'ils rencontrent dans les zones où ils opèrent. Pour régler ces problèmes, les mafias utilisent des techniques qu'on peut facilement comparer aux stratégies commerciales des entreprises légales. Bien sûr, on s'éloigne un peu du concept que l'on apprend aux étudiants des écoles de commerce. De la même façon que l'industrie légale utilise le marketing, le narcotrafic, avec sa propre logique, a son propre marketing.
Et c'est quoi ce marketing? C'est d'acheter la bonne volonté des autorités ou d'entrepreneurs qui vont protéger les trafiquants. Et l'argent dépensé pour acheter la collaboration de tous ces gens tient en un seul mot, corruption. Si le marketing à la sauce mafieuse ne se révèle pas suffisamment convaincant, place au lobbying. C'est une pratique courante dans le commerce traditionnel. De grands groupes tentent de faire pression sur les hommes politiques pour les convaincre de voter des lois qui vont favoriser leur business. Chez les narcos, c'est le même principe. Ce qui change, c'est la méthode. Le lobbying, c'est le job des sicarios, des tueurs à gages. Il faut voir quelle est la réalité de la violence de la criminalité organisée en Amérique latine. C'est quelque chose que les Européens n'imaginent même pas. Les policiers sont des en Amérique latine sans aucun problème, simplement par titre de prévention. Vous êtes efficace dans un trafic de drogue, on va assassiner votre mère, on va provoquer un accident sur vos enfants. Un agent des douanes ou un agent d'un service de lutte contre le trafic de drogue en Afrique, en Amérique latine, prend 1000 fois plus de risques qu'un agent européen ou américain. En Colombie, le prix qu'offrent les cartels pour éliminer un policier est d'environ 650 €. Ces dépenses sont intégrées dans le prix du moindre gramme de cocaïne. Tous les éléments sont maintenant réunis pour comprendre comment un kilo de cocaïne acheté 2500 € à Lima se vend 60 000 € à Rotterdam. Au départ du Pérou, prix producteur, 1 kilo vaut donc 2500 €. Considérons qu'il est quasiment pur, 100% de chlorhydrate de cocaïne. Ce kilo arrive en Europe. Les grossistes l'ont déjà coupé. On a désormais 2 kilos de cocaïne. Taux de pureté, 50%. Valeur totale au prix de gros, 60 000 €. Les détaillants le coupent encore et encore. On a maintenant 4 kilos de cocaïne. Taux de pureté, 25%. Valeur totale, 200 000 €. Si on analyse ces chiffres, on s'aperçoit que le prix du kilo de cocaïne a été multiplié par 24 par les exportateurs, alors qu'il a été multiplié seulement par 3 entre le grossiste et le consommateur. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'argent se répartit de façon très inégale. Un petit nombre de personnes se fait beaucoup d'argent et un grand nombre de personnes se fait très peu d'argent. Cela s'explique parce qu'au niveau de la revente, il y a beaucoup de gens impliqués pour vendre la drogue. Beaucoup d'entre eux ne génèrent que de petits revenus. On estime que c'est inférieur à un revenu minimum de base, inférieur à un salaire décent. Ce sont les personnes qui contrôlent le transport qui gagnent le plus d'argent sur la cocaïne. Les petits producteurs et les dealers de rue ne récupèrent qu'une petite partie des profits. L'argent n'est pas dans les zones de production. Beaucoup de gens considèrent que c'est ici que sont les trafiquants. Mais l'argent reste plutôt dans les pays de consommation. C'est un peu l'objet de la grande frustration des autorités des pays producteurs. Ils voient que malgré leurs efforts à lutter contre le trafic, le secteur financier dans une autre partie du monde travaille avec cet argent en toute légalité. Alexis Fichenko est le chef du programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent pour l'Agence des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé. Les criminels ont vraiment inventé des mécanismes pour profiter de leurs revenus illégaux, pour profiter de toutes leurs richesses, mais dans le but que jamais on puisse leur attribuer directement, afin que les autorités ne puissent jamais leur confisquer. En moyenne, on peut considérer que 50% de l'argent du trafic est blanchi. Le reste sert à payer la marchandise, le transport, les frais divers. Une bonne partie de l'argent liquide est dépensée au quotidien, notamment par les petits dealers. Ce sont des sommes trop petites qui n'éveillent pas l'attention des autorités. Mais lorsqu'il s'agit de blanchir des millions d'euros, les mafias se tournent vers ce qu'il convient d'appeler la criminalité financière. Le blanchiment d'argent est une des branches de l'industrie criminelle. Par exemple, Pablo Escobar possédait ses propres entreprises pour blanchir son argent. Elles travaillaient pour lui et elles faisaient partie de son organisation. Elles existent encore, mais c'est très loin de ce que c'était. Nous avons désormais beaucoup plus de spécialistes qui n'ont rien à voir avec la drogue. Mais ce sont des spécialistes du blanchiment d'argent et ils offrent leurs services. On commence tout juste à collecter des informations.
Ce qu'on constate, c'est que cela semble vraiment quelque chose de très dangereux, parce que c'est une sorte de système financier parallèle, illégal. Imaginez, un cas réel. On a 2000 comptes en banque. Chaque jour, depuis chaque compte, on transfère de l'argent vers 3 ou 4 autres comptes, tous les jours. C'est comme une énorme machine à laver. Les criminels procèdent comme ça. Alexis, tu veux transférer de l'argent? Tu veux dissimuler 10 millions? Voici le point d'entrée. Envoie de l'argent vers ce compte et on te redonne l'argent dans quelques jours. Peut-être en plusieurs fois sur un autre compte. Ou alors, je n'aurai même pas besoin de passer par un compte en banque. Je vais juste recevoir des documents qui font de moi l'heureux propriétaire d'un cargo ou d'un navire quelque part dans l'océan Indien. La cargaison, du métal, du riz, de l'engrais, n'importe quelle marchandise. Dans le même temps, je suis contacté par 2 entreprises qui veulent acheter ce cargo et qui vont payer cash. J'ai juste envoyé des documents, un fax, et maintenant je suis un businessman heureux qui a réalisé un joli coup. Je suis propre. Mon argent ne peut plus être associé avec son origine criminelle, parce qu'il est passé par ce système de machine à laver. Et c'est presque impossible à tracer. On l'aura compris, les mafias excellent dans l'art d'optimiser leurs profits à tous les niveaux de la chaîne économique. Elles exploitent toutes les failles, les opportunités que leur offre l'économie globale, dans le commerce comme dans la finance. Les moyens de lutte contre le narcotrafic sont de plus en plus efficaces. Mais de nouveaux marchés voient le jour, offrant des perspectives de gains énormes pour la filière des narcos. Je ne pense pas que la consommation va décliner aux USA ou en Europe. Pas pour le moment. Une petite baisse, peut-être une pause. Mais l'Asie et le Moyen-Orient deviennent de nouveaux marchés. Donc on risque d'avoir un déplacement de la production et aussi de la consommation. Principale contrainte économique du marché de la cocaïne, les organisations de lutte contre le narcotrafic n'ont d'autre choix que de continuer inlassablement à jouer leur rôle. La logique du trafic étant ce qu'elle est, oui, on n'a pas fini de combattre le crime organisé. Quelles que soient les évolutions politiques et géopolitiques dans le monde autour de la production de ces produits, on se rend compte qu'il y a une énorme quantité de marchandises qui génèrent une énorme quantité d'argent. Et c'est peut-être ça aussi l'autre clé, l'argent. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faudrait aussi travailler autant qu'on a travaillé sur les logiques logistiques ? Quelle part de cet argent blanchi est saisie par les autorités? Comme on l'a vu, près de 50% de la cocaïne produite est saisie chaque année. C'est une part énorme. Vous savez quel est le pourcentage concernant l'argent sale? Moins de 1%. Les meilleures estimations parlent de 0,2%. Entre le monde légal et illégal, il y a des passerelles. L'une de ces passerelles dans l'économie mondiale, ce sont les paradis fiscaux. D'après moi, les paradis fiscaux sont les grands blanchisseurs. Et qui installe ces bureaux dans les paradis fiscaux? Sans exception, on y trouve des agences ou des succursales des institutions financières qui gèrent les flux financiers de l'économie mondiale. C'est juste du commerce. Il y a une énorme demande pour plusieurs raisons. Il y a ceux qui veulent vraiment échapper à l'impôt. Il y a les criminels qui veulent dissimuler leurs profits. Il y a les maris qui veulent cacher leur patrimoine à leurs femmes avant de divorcer. Bon, c'est un petit segment du marché, assez petit, mais ça existe. Et il y a aussi des entreprises qui pratiquent une sorte d'optimisation fiscale. Elles estiment payer des taxes trop élevées dans leur pays et trouvent tous les moyens pour minimiser ces taxes. Et s'il y a des opportunités, tout le monde va vouloir les utiliser. Les criminels et ceux qui ne le sont pas.
Je crois qu'on ne peut pas gagner la guerre contre le narcotrafic, on le sait depuis des décennies. Je parle de l'échec d'une guerre où il faudrait juste faire plus d'efforts, être encore plus dur. Ça ne marchera jamais. Jamais. Vous combattez contre une force économique, une logique économique qui se suffit à elle-même. Le plus simple, ce serait de faire un accord international qui interdirait les paradis fiscaux. Et pourquoi on ne fait pas un tel accord? Disons que la nature humaine est ambiguë, contradictoire, je dirais mystérieuse. C'est une façon très poétique de dire que l'argent n'a pas d'odeur et qu'il n'y a pas que les mafias qui profitent des énormes flux financiers générés par le trafic de... Vous l'aurez compris, légal ou illégal, business is business.